Pauline Lemecq-Gaffier, bonjour Raoul Markovitz. Merci d'être venu à Entretemps pour parler d'une bande dessinée que vous avez coécrit, vous deux, et Simon Spruit. Une BD qui s'inscrit dans une collection, l'histoire en bande dessinée. Et cette BD, le 12e tome, s'appelle Les Années-Lumière, de la Régence aux États généraux. Alors, Pauline Lemecq-Gaffier, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Versailles-Saint-Quentin. Vous vous intéressez aux fondements scripturaires, administratifs et matériels du pouvoir dans les cours européennes. Vous travaillez aussi sur la question des privilèges en ce moment. Raoul Markovitz, vous êtes maître de conférences HDR à l'École normale supérieure. Vos objets d'études ont été et sont les troupes de comédiens, le ginseng, le commerce avec l'Inde, de façon plus générale, les connexions de la France et plus largement de l'Europe au monde. Dans cette bande dessinée que vous venez de publier, qui s'inscrit donc dans une collection plus large, dirigée par Sylvain Venère, est-ce que vous pouvez revenir à votre participation à ce projet? Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Comment est-ce que vous y êtes retrouvé associé? Alors, écoutez, on a été tout simplement contacté par Sylvain Venère, qui nous a donc fait l'honneur de nous proposer de participer à cette collection. Et à un moment donné où la collection avait bien trouvé déjà son rythme de croisière, si je puis dire, son public aussi, et où nous, notre curiosité était déjà attisée par ce dispositif. Donc on a accepté avec enthousiasme, sachant que Raoul et moi, on avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble, à la fois dans des contextes scientifiques, mais aussi pédagogiques, et que ça nous semblait finalement assez naturel comme prolongement de ces activités-là, de partager notre vision du XVIIIe siècle et aussi des renouvellements de l'historiographie pour les partager avec le public. Et donc la rencontre avec Simon a été organisée en fait par les responsables de la collection, à la fois donc, du côté des éditions de la Découverte et de la Revue Dessinée, puisque ce sont eux qui ont choisi ce dessinateur belge et qui nous l'ont fait rencontrer. Et donc après, ça a été le début de notre collaboration et de nos échanges. Oui, la rencontre s'est tout de suite très bien passée. On était un peu sur la même longueur d'onde avec Simon, qui a une vraie sensibilité historienne, qui a travaillé déjà, qui a fait plusieurs récits qui sont ancrés dans l'époque moderne, et donc il y a une vraie familiarité avec cette époque. Et donc les échanges ont tout de suite été assez fluides, et je pense que on avait une vision un peu commune de ce qu'on voulait transmettre dans cet album. Oui, parce que la question de la collaboration est vraiment une chose qui, je crois, est importante pour vous. Il y a eu un autre volume de la collection qui a été écrit par 2 historiens et historiennes et un dessinateur, mais travailler en commun, associer vos 2 visions de ce qu'est le XVIIIe siècle, c'était vraiment important pour vous. Oui, tout à fait. Même si avec Pauline, on a des formations très similaires, on a quand même des objets d'études, des points de vue un petit peu à la fois différents et complémentaires sur le XVIIIe siècle. Donc ça nous permettait de peut-être couvrir encore plus de terrain historique, historiographique. Donc c'était effectivement le premier niveau de la collaboration. Et puis ensuite, et parallèlement, est venue la collaboration avec Simon. Donc peut-être pour rentrer un petit peu dans le détail, c'était un échange permanent en fait. Alors au départ, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il y a eu le choix d'un scénario qui s'est affiné petit à petit. Et puis à partir de là, une fois qu'on a eu l'intrigue et la structure, on lui a fourni un certain nombre de matériaux en fonction des chapitres de l'album, et on était impressionné par sa capacité en fait à digérer, à synthétiser de manière visuelle un matériau quelquefois assez dense qu'on lui fournissait, mais voilà, il était toujours capable de l'intégrer dans le récit et d'en proposer des points saillants en fait, qui ressortaient de manière visuelle. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Par un échange finalement entre une matière que vous donniez et puis un retour de dessin. Oui, on peut dire ça comme ça, même si au départ, on a vraiment cherché à se mettre d'accord sur les objectifs qu'on poursuivait.
Et de ce point de vue-là, c'est vraiment cette sensibilité historienne de Simon qui a été fondamentale, parce que la première chose qu'il nous a demandé, c'est qu'est-ce que vous voulez dire du XVIIIe siècle. Donc c'était très très cohérent par rapport à l'esprit de la collection. Donc du coup, ça nous a aidé aussi à formaliser finalement quel était notre objectif pour le public, et pour un public différent de nos publics habituels. Et tout de suite après, ce qu'il nous a dit, c'est « attention, on raconte une histoire ». Alors, on était tout à fait prêts à se laisser entraîner sur cette pente-là, mais ça a vraiment été une attention permanente pour lui de nous rappeler qu'on était dans la fiction, qu'on était dans la narration, et que c'était à partir de ça aussi qu'on devait ordonnancer ce qu'on cherchait à dire et le matériau qu'on lui transmettait, et que c'était comme ça que lui le travaillerait. Et donc ça c'était tout à fait passionnant, et évidemment ça changeait les règles du jeu par rapport à celles de la préparation d'un cours ou de l'écriture d'un travail scientifique. Et ça a été plutôt bien suivi, puisque en effet quand on rentre dans la bande dessinée, on rentre dans une narration. En effet, les ouvrages de la collection de l'histoire dessinée sont en 2 parties à chaque fois, avec une première partie BD et une deuxième partie qui ressemble un peu à un que sais-je d'une certaine manière, dans le sens où c'est un point à la fois historien et historiographique sur des sujets qui sont censés englober la période, ici, les années-lumière, de la Régence aux États généraux, comme le dit le sous-titre. Mais si on se concentre sur la narration, tout d'abord, dont vous parliez, le choix du scénario que vous avez fait, c'est le choix de découvrir la France des années-lumière au travers du regard d'un voyageur, un voyageur helvète, Favarger, qui arrive en France pas du tout par hasard en 1778. Et justement, est-ce que vous pouvez dire plus précisément déjà de qui il s'agit, qui est Favarger, et pourquoi vous avez choisi de tisser votre trame narrative autour de lui? Alors Jean-François Favarger était un commis-voyageur qui travaillait pour la Société typographique de Neuchâtel, STN dans le jargon historien. Et c'est donc la Société typographique de Neuchâtel est à la fois une maison d'édition, on dirait aujourd'hui, une entreprise de librairie, et puis elle était grossiste, c'est-à-dire qu'elle vendait, elle échangeait des livres à l'échelle européenne. Et donc Jean-François Favarger a été envoyé en 1778 par donc la société pour vendre des ouvrages aux libraires français, aux libraires de province en France. Et donc il était muni du catalogue de la société typographique, et il a fait un tour de France donc, pour proposer les ouvrages à la fois édités et possédés par la société aux libraires. Et ce personnage donc, est connu parce qu'il a fait l'objet d'un travail de l'historien Robert Darnton, publié récemment, qui s'appelle justement Un tour de France littéraire. La particularité de Favarger, c'est la raison pour laquelle on le connaît si bien, c'est qu'il a laissé un journal de son voyage, où il note donc un peu au jour le jour les étapes et les événements qui lui sont arrivés au cours de ses pérégrinations. Et donc choisir ce personnage, c'était faire un pas de côté par rapport, disons, aux grands hommes ou aux personnages plus connus des Lumières. C'était se situer un peu au cœur de la société. Alors une société bien particulière, qui est celle du livre, on y reviendra, mais c'était aussi se placer dans une historiographie, faire un clin d'œil à cette historiographie, à cet historien qui était Robert Darnton. Et voilà, c'était les deux fonctions de ce choix. Et je l'ai dit, c'était vraiment d'entrée de jeu pour nous important de partir d'un personnage qui soit un personnage plus modeste socialement, qui soit aussi un personnage mobile, parce que ça nous intéressait de décentrer le propos dans l'espace français, mais pas de manière artificielle. Donc évidemment, là, on avait un cadre qui était un cadre vécu. Et par ailleurs, on a très vite pensé avec Raoul à l'ouvrage de Robert Darnton qui nous avait marqué. Et ça rencontrait le désir de Simon, qui lui avait pensé à partir d'un colporteur, donc un commis voyageur, ça lui convenait bien
On voit d'ailleurs, vous le montrez dans la bande dessinée à un moment, qu'il y a quand même une différence d'ailleurs entre le colporteur et le commis voyageur, parce que les deux se rencontrent, donc c'est peut-être un clin d'œil que vous faites à l'idée première de Simon. Tout à fait, même si en fait c'est documenté, c'est-à-dire que Favarger a pu rencontrer toutes sortes de libraires, et y compris pas forcément des colporteurs, mais des libraires qui approvisionnaient des colporteurs, d'où effectivement aussi l'idée de cette rencontre. Et là, il faut effectivement rendre hommage à Simon encore une fois, parce que donc il faut souligner que l'album n'est pas juste une illustration, une adaptation de cet ouvrage de Robert Darnton. C'est un peu le point de départ et on suit ce personnage, mais ensuite on a été amené en fait à broder sur cette trajectoire. Donc le journal de voyage de Favarger constitue notre cadre, mais ça n'est pas un cadre qui trop contraignant. On s'est permis beaucoup de liberté et en particulier on s'est amusé à croiser l'histoire de l'itinéraire attesté de Favarger avec une autre affaire donc, qui passionne le monde du livre à cette époque-là, qui est la quête donc, des manuscrits des confessions de Jean-Jacques Rousseau. Donc Jean-Jacques Rousseau qui venait de décéder, on en reparlera, la même année que Voltaire. Et donc le monde de l'édition bruissait en quelque sorte de cette rumeur comme quoi il avait laissé cette bombe littéraire derrière lui, et tous les éditeurs voulaient mettre la main sur ce manuscrit. Et donc il est bien attesté par exemple que la Société typographique de Neuchâtel s'est intéressée à ces manuscrits, comme d'autres sociétés typographiques et d'autres maisons d'édition, mais on s'est permis là de croiser ces deux quêtes, ce qui permettait de donner à Favarger un objectif. C'est-à-dire que du coup, il y avait la possibilité de ménager une sorte de suspense et d'intrigue pour savoir s'il allait au bout du compte réussir à retrouver le manuscrit. Et donc c'était un peu, vous savez, comme dans les films de Hitchcock, quoi, le MacGuffin. C'était le manuscrit des confessions, et c'était une demande de Simon. Il nous a dit « Ah non, mais c'est très bien votre idée, mais il faut qu'il fasse autre chose que son travail, sinon le lecteur n'accrochera pas. » Et donc du coup, on a eu cette idée du manuscrit des confessions qui permettait aussi de rappeler que le monde des livres au XVIIIe siècle, c'est un monde du business, des coûts éditoriaux, et donc c'était intéressant aussi de tractation commerciale, tout à fait, donc de montrer aussi le livre sous cet angle-là. Alors en effet, du coup, on est beaucoup dans le monde du livre avec Robert Darnton, avec Favarger. Et est-ce que, à la fin, ce que vous voulez qu'on retienne, c'est que les Lumières, c'est le moment des livres, le temps des livres? Alors oui et non. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les représentations qui sont celles des Lumières aujourd'hui, c'est le monde des livres, ou même plus encore le monde des idées. Et il nous semblait important de repartir en fait de cette représentation-là et de montrer tout d'abord que les idées ne se transmettent pas toutes seules par la force de l'esprit, mais qu'elles se transmettent matériellement via des supports extrêmement concrets, et donc via aussi toute une logistique, via tout un système économique. Donc ça nous paraissait déjà extrêmement important d'avoir ce premier décentrement qui s'intéresse finalement à la matérialité des idées et donc aux logiques multiples de leur construction, de leur circulation et de leur appropriation. Mais il nous semblait que c'était là aussi un moyen assez naturel d'emmener le lecteur dans le monde des Lumières, et partant de là, de le faire entrer, comme dans un livre, comme dans un roman, dans des mondes successifs, attachés à chacune des villes par où il est attesté que Jean-François Favarger est passé, même si dans son journal, ce qu'il note, c'est si le libraire lui passait des commandes ou pas. Il est intéressé. Et nous, évidemment, on a fait un pas de côté à chaque fois pour montrer à l'occasion du passage dans telle ou telle ville tel univers économique, tel milieu social, tel type d'événement, en fonction de ce que concrètement le lieu apportait.
Et oui, parce qu'en effet, on passe son temps de chapitre en chapitre à parcourir non seulement la France, mais aussi tout ce que peut-être ce que la France, le Royaume de France pense être sous sa domination, et notamment la domination commerciale qu'elle essaye d'étendre à l'époque moderne. Et on passe par alors, le Jura, Lyon, Marseille, Toulouse, et Bordeaux, évidemment, le lieu de peut-être faire un autre pas de côté encore pour ne pas parler simplement que de la France des Lumières. Oui, tout à fait. C'était important pour nous. On s'inscrit là dans une série de renouvellement historiographique, de présenter une histoire de France ouverte. Donc ouverte sur l'Europe et aussi ouverte sur le monde, surtout, disons là, dans l'album Le Monde colonial. Donc à Bordeaux, Favarger rencontre un esclave affranchi et c'est l'occasion donc de discussion, de présenter le parcours de cet individu et de discussion sur l'esclavage, sur la police des Noirs, etc. Donc effectivement, le fait même que Favarger soit donc un Helvète, alors bon en fait il vient de la principauté de Neuchâtel, qui était sous domination prussienne, bon c'est un peu compliqué mais il nous a semblé que c'était important d'avoir un regard extérieur, voilà, à la manière d'un conte philosophique un petit peu. Oui, de créer une distance comme celle que le lecteur d'aujourd'hui a de fait par rapport aux Lumières. Tout à fait. Et donc effectivement, là, le regard de Favarger, quelquefois, redouble celui d'un lecteur qui pourrait être étonné finalement par ces mœurs un petit peu étranges, à la fois étranges et familières, que sont celles des hommes et des femmes du XVIIIe siècle. Alors il y a une narration justement, et vous avez bien montré à quel point elle était importante et que vous aviez vraiment construit votre récit autour, à la fois à travers une vie existante de Favarger, mais aussi c'est la question de ses confessions qui donne une intrigue. Tout ça, ça se passe à la fin du XVIIIe siècle, en 1778. C'est là que commence l'entrée dans le. Enfin, c'est là que Favarger entre dans le Jura et est confronté à des brigadiers. Simplement, les Lumières, c'est pas simplement 1778. Et donc, mais ça, vous le montrez très vite, parce que très vite, on navigue dans le temps aussi. Mais est-ce que pour vous, ancrer le récit à la fin du siècle, est-ce que c'était quand même vraiment une chose importante pour pouvoir parler ensuite de tout ce qu'il y avait avant ? Alors, oui, mais là aussi, c'était en quelque sorte une contrainte créatrice, puisque 1778, c'est vraiment la date du voyage de Favarger en France. Et pour nous, c'était une date merveilleuse, puisque 1778, c'est l'année, comme Raoul le disait tout à l'heure, de la mort de Voltaire et de la mort de Rousseau. Les deux frères ennemis sont morts à quelques mois d'intervalle. Donc finalement, ces années 1770, ça peut être vu à certains égards peut-être comme une sorte d'apogée des Lumières, mais c'est aussi un moment de bascule, un moment où on passe aussi dans des formes de radicalité politique et philosophique qui annoncent peut-être des temps différents. Mais c'est aussi finalement aussi le moment peut-être le point de départ des processus de canonisation de certaines figures des Lumières. Et donc ça nous paraissait vraiment un moment clé, justement pour jouer sur les différentes temporalités des Lumières, et sachant que c'est à travers ces différents filtres temporels qu'elles nous ont été transmises. Donc ça nous paraissait intéressant. Et j'insiste, voilà, de toute façon on faisait ce choix du récit, donc d'être situé dans le temps et de partir du point de vue du personnage et de l'époque dans laquelle il vivait. Donc on devait de toute façon après assumer ce point de vue et naviguer à partir de celui-ci. Ce qui permettait en effet du coup ensuite de procéder par flashback notamment, donc sur des périodes plus anciennes, puisqu'il y a plusieurs moments où les personnages se replongent un peu dans le passé. Par exemple, lors de l'étape à Marseille, ils évoquent l'épisode célèbre de la peste dans les années 1720. L'affaire Calas, tout à fait. À Mandrin Toulouse aussi. Enfin voilà, on a en effet des flashbacks
successifs. Et s'il y a des flashbacks, il y a aussi des avancées dans le temps. Et comme vous dites, il y a une grande mobilité à partir de cette date de 1778 et ce voyage très situé dans le temps. Il y a une grande liberté qui permet de comprendre aussi que les Lumières, ce n'est pas simplement une période historique passée. À un moment, alors vous évoquez Louis-Sébastien Mercier aussi, évidemment, et son ouvrage, qui est un ouvrage futuriste, mais dans un mash-up entre les Lumières et la pop culture, vous évoquez un Goldorak, qui est un mélange donc de Goldorak et puis de Voltaire, qui transporte les protagonistes au Panthéon aujourd'hui et qui les relie à notre présent. Et est-ce que c'était vraiment important pour vous de montrer cette actualité des Lumières ? Oui, absolument. Donc, il y a ce double voyage dans le temps. En effet, on s'est beaucoup amusé à imaginer ce voyage dans notre actualité, où effectivement les Lumières sont un objet chaud, en quelque sorte, du débat public. Un certain nombre de figures, dont notamment Voltaire, mais aussi d'autres, sont instrumentalisées ou utilisées dans le débat public. Et c'était intéressant pour nous, donc dans la lignée des travaux d'Antoine Lilti, qui travaille beaucoup cette question, d'interroger cet héritage donc un peu ambivalent, un peu complexe des Lumières. Et donc on l'a fait en s'amusant beaucoup à l'occasion de cette visite du Panthéon. Le Panthéon donc voilà, qui est un bâtiment construit comme église à l'époque, au XVIIIe siècle, et puis devenu temple pour le culte des grands hommes au début de la Révolution, et où ont été mis successivement Voltaire puis Rousseau. Et donc on s'est amusé à les transporter et à imaginer qu'ils observeraient le caveau où ils sont mis côte à côte. C'est d'ailleurs l'occasion d'une petite dispute entre eux, parce que, mais ça vous le montrez très bien, finalement cette opposition entre Voltaire et Rousseau passe par des tacles successifs de l'un à l'autre, et là, puisqu'ils suivent Favarger au Panthéon, les fantômes de Voltaire et les fantômes de Rousseau, de celui qui a été mis en premier, qui le fait bien remarquer à l'autre. Absolument, voilà, donc c'est un peu amusé. Et donc ça permettait plein d'opérations en fait successives dans l'avancée du récit dans le Panthéon. Et donc par exemple le fait que Voltaire et Rousseau soient réunis là, ce qui les horrifie absolument, nous permettait de mettre en scène de manière drôle et vivante la diversité de pensée au sein des Lumières, et donc de montrer la nécessité de les penser dans cette pluralité et non pas, comme ils le disent, comme une équipe soudée, alors que ce qui fait peut-être le plus l'énergie des Lumières, c'est tous les débats qui ont traversé cette époque. Et la figure de Goldorak, évidemment, ça nous a beaucoup amusés, mais là encore, vous l'avez dit, c'est un peu une référence à la pop culture, et c'est un moyen de détourner une icône. Et au lieu d'être juste dans une représentation figée, d'utiliser cette icône pour déboulonner un peu les Lumières, se moquer de ses prétentions de Voltaire à éclairer son temps, à être le guide de l'humanité. Oui, ça lui plaît beaucoup. Le fantôme de Voltaire adore ce Goldorak. De transporter tout le monde, y compris ce pauvre Rousseau, à sa remorque, et les autres personnages dans le présent. Il y a Goldorak, mais il y a aussi d'autres façons que vous utilisez pour ancrer dans le temps présent votre discours, notamment à travers l'utilisation de screenshots de réseaux sociaux où toujours Voltaire et Rousseau, enfin les fantômes de Voltaire et Rousseau, se disputent qui a le plus de likes ou qui a mis en scène quoi. Comment ça s'est fait de trouver cette façon de rattraper notre présent dans le dessin? C'était des idées de Simon? C'était vous tous et tout ensemble? Comment ça s'est passé? Oui, alors en fait, c'était aussi dès le départ vraiment une injonction des créateurs de la collection. Ils nous ont vraiment dit faites-vous plaisir, amusez-vous, rien n'est interdit en fait, on peut tout se permettre. Et c'est vrai que
cet usage de l'anachronisme, on sait que c'est un moyen pédagogique assez efficace, même s'il ne faut pas en abuser, mais pour faire comprendre aux étudiants à la fois la ressemblance et la différence entre le passé et le présent, cet usage un peu de court-circuit de l'anachronisme est très utile pédagogiquement, et donc c'est ça qu'on a essayé de transposer là dans la bande dessinée, donc en ne s'interdisant pas de faire référence aux réseaux sociaux par exemple, mais ça fait référence donc à la culture de la célébrité qui prend vraiment son essor justement à ce moment-là. Donc c'est un peu exagéré, mais pas tant que ça finalement. Voilà. Du coup, peut-être juste pour rebondir sur ce que vient de dire Raoul, c'est vrai que cette parole des responsables de la collection était assez libératrice, et surtout elle correspondait bien à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire pas une illustration de ce qu'étaient les Lumières, et d'une certaine façon cultiver ces décalages, ces traits d'humour, ces anachronismes. C'est une manière assez évidente de dire au lecteur, on n'est pas en train de vous montrer les Lumières, vous n'êtes pas transporté littéralement dans le passé tel que le vivaient les contemporains, mais par un jeu de représentation, d'images, d'association d'idées, on essaye de vous donner une expérience possible et scientifiquement éprouvée de ce passé. Et sur les posts et les réseaux sociaux, c'est vrai que ça, c'est vraiment ça montre très bien comment on a travaillé avec Simon, parce qu'on lui a parlé là aussi des travaux d'Antoine Lilti et plus généralement sur la naissance d'une société médiatique à l'époque des Lumières. Et utiliser ce détour par les réseaux sociaux contemporains, qui est un rapprochement qu'Antoine Lilti a fait lui-même avec le numérique, et d'autres historiens aussi, c'est un moyen aussi de dire au lecteur, vous êtes héritier des Lumières, mais pas seulement de la manière que vous croyez, ou dont un discours un peu canonique vous l'indique. Oui, et puis ça fait penser à d'autres bandes dessinées qui ont été faites aussi, parce qu'il y a Jean Dittard qui a fait un J'accuse, où justement la question des réseaux sociaux apparaît, et donc c'est vrai qu'on sent cette nécessité de montrer aussi que la sphère médiatique existe à d'autres époques qu'aujourd'hui, alors que même on parle de société de l'information, on parle de guerre de l'information, enfin voilà, cette question de l'information est très présente, c'est peut-être aussi ça qui fait cette actualité des Lumières. Alors je reviens sur aussi les attendus de la collection, et c'est vrai que dans chaque volume, on voit des historiennes apparaître. Vous en avez choisi 3, vous avez choisi Robert Danton, Stephen Kaplan et Michel Foucault. Pourquoi eux ? Alors pourquoi eux ? Parce que d'abord on les aime bien et parce que leurs travaux vraiment ont nourri toute une tradition intellectuelle dans laquelle on s'inscrit. Évidemment c'est des traditions un peu différentes, mais voilà, on s'inscrit vraiment dans cette continuité-là. Et puis c'était aussi montrer, alors avec 2 historiens américains, de montrer que voilà, l'histoire de France s'écrit aussi depuis ailleurs, puisqu'il y a cette ambition de décentrer un peu le regard, donc c'était l'occasion de le faire là via ce regard historiographique. Et puis Michel Foucault pour montrer qui a eu un rôle extrêmement important dans la manière de repenser la place du pouvoir dans ces sociétés, le rôle des corps, le regard, etc. Il y a Favarger, il y a ces 3 chercheurs, Rousseau, Voltaire. Les Lumières et l'histoire des Lumières, au-delà de la BD, de façon générale, pourrait parfois apparaître comme une histoire d'hommes. Et pourtant, vous faites la place aussi aux femmes à l'intérieur de la bande dessinée. Comment est-ce que vous avez fait pour le signaler ? Peut-être la première manière de montrer le rôle des femmes, c'est en fait en lien avec cette quête de Favarger, du manuscrit des Confessions, puisque ce qu'on a imaginé, c'est que non seulement évidemment il recherche le manuscrit pour la STN, mais il le recherche aussi pour sa femme, qui est, elle, une fan de Rousseau. Donc elle s'appelle Héloïse. Elle s'appelle Héloïse, oui. C'est évidemment un clin d'œil peut-être un peu facile, mais c'était au-delà aussi une manière de renvoyer à un autre Rousseau, qui n'est pas ce penseur austère de la vertu,
de la démocratie, du contrat social, mais aussi un écrivain à succès et un auteur de romans à succès qui a absolument déchaîné les passions chez ses lecteurs et aussi chez ses lectrices. Donc il y avait d'abord quelque chose de très important puisque ça portait la structure même du récit, qui était cette présence d'Héloïse, et le fait que Favarger donc, lui écrivait des lettres, comme dans tout bon roman épistolaire du XVIIIe siècle. Et c'est autour d'elle que se dénoue l'action dans un dernier chapitre qui est assez largement consacré à travers son regard à elle, à l'histoire des femmes au XVIIIe siècle. Oui, puis il y a aussi quelques personnages au fil du récit, notamment le personnage d'une libraire, par exemple, qui montre le rôle des femmes dans ce type d'entrepreneuriat au XVIIIe siècle. Donc voilà, il y a quelques personnages comme ça qu'on a tenu à mettre en avant. Oui, et puis qui permet aussi, quand on vous lit, de ne pas non plus surévaluer, de mettre en valeur certaines figures qui sont des figures de la célébrité, et justement de pouvoir avoir une vraie réflexion en fait d'historiens et d'historiennes sur quelle est la place et la condition des femmes à cette époque. Et donc ça, c'est assez agréable de voir qu'on peut être dans une narration, mais qu'on peut aussi avoir des questionnements scientifiques qui apparaissent à travers la narration, sans avoir besoin forcément d'être couché par l'écrit dans un ouvrage purement universitaire. Il y a la partie narration et puis il y a la partie dossier. L'ouvrage est divisé en deux, on l'a dit, une narration d'un côté, des dossiers de l'autre. Ces dossiers utilisent un tiers de l'espace du livre, et c'est un tiers bien fourni parce qu'il y a toute une série de dossiers qui parlent de sujets différents, qui approfondissent des pistes de la narration, qui recoupent certaines, mais pas toujours. Qu'est-ce qui a déterminé le choix pour vous de dire ce qui allait dans la narration, ce qui allait dans les dossiers ? Alors, en fait, ça c'est, pour être parfaitement honnête, c'est vraiment la narration qui a été première, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et où il y avait un certain nombre de thématiques qui étaient très importantes pour nous, peut-être voilà, du fait de notre formation, nos propres objets de recherche, des renouvellements historiographiques qui nous paraissaient essentiels. Mais il y avait aussi voilà, la manière de les coordonner au voyage de Favarger et aux possibilités de les décliner au gré des villes par lesquelles il passait. Donc après, on s'est vraiment positionné par rapport au récit pour choisir les dossiers, puisqu'on avait tout de même l'embarras du choix dans les possibilités de décliner ce qui restait à traiter. Et comme vous l'avez dit, on a vraiment tenu un peu les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire à la fois procéder par prolongement et par écho. Et typiquement sur la Régence, voilà, qui apparaît par le biais d'un flashback à Marseille, Raoul l'a dit, ça nous paraissait important de tirer le fil pour montrer voilà, que les Lumières, justement, ne se résument pas aux années 1750-1760, mais qu'il y a une archéologie complexe de ce qu'on peut rattacher aux Lumières d'un point de vue intellectuel, mais aussi des pratiques de gouvernement. Et bon, l'autre logique était plus celle de la complétude, et en abordant d'autres thèmes qui nous paraissaient seulement effleurés ou traités d'une manière assez particulière, donc sur un certain nombre d'enjeux religieux, et puis aussi sur Paris, puisque Paris est absent de la narration, sauf lors de la visite du Panthéon, mais qui est décalé dans le temps. Pas le même Paris, oui, tout à fait. Oui, là vous avez un chapitre complet sur le Paris des Lumières, sur le Paris non seulement de la Régence, mais aussi son évolution dans le temps, et sur cette ville monstre, en fait, que Favarger contourne, puisqu'il arrive jusqu'à Ermenonville, donc au nord de Paris, mais qui ne touche pas directement. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'était de compléter un peu. Ça permet de faire des mises à jour, des mises au point historiographiques. On s'est surtout focalisé sur des ouvrages plus récents dans ces dossiers. Et puis, on avait aussi la volonté de présenter des formats un peu courts. Donc avec des portraits par exemple de personnages, d'individus, voilà, comme Rose Bertin par exemple, ou Mademoiselle Montansier, une actrice. Donc voilà, de varier un peu les plaisirs et les focales. Donc ça, c'était un des objectifs.
Et ça, c'était important, par exemple, sur le dossier qui est consacré aux produits en quête de consommateurs, donc en fait aux produits exotiques. Le fait de passer par les produits et du coup par des filières de production et de diffusion, c'était aussi un moyen pour nous de déconstruire une approche très globalisante justement de cette domination coloniale et commerciale française et de montrer au contraire qu'on a des types de domination et d'échanges qui peuvent varier d'un produit à l'autre, selon aussi les types d'espaces, et en mobilisant aussi des acteurs très très différents, les États, les compagnies de commerce, les entrepreneurs, des particuliers. Et donc voilà, là aussi finalement les formats d'écriture avait un double enjeu, essayer d'attirer le lecteur et de le sensibiliser à des renouvellements historiographiques. Oui, il faut préciser que ces dossiers sont illustrés aussi. C'est ce que j'allais dire. Par Simon Spruit, qui s'est aussi beaucoup amusé, et il y a certaines des planches là qui sont vraiment très bien vues. Notamment sur les produits, je pensais au ginseng, que vous connaissez bien, Raoul Markovits, mais qui du coup est un produit dont l'installation dans la métropole n'a pas fonctionné. Oui, alors le ginseng, là par exemple, il l'a représenté comme ça, comme un petit personnage, mais parce que ça correspond en fait à la vision de l'époque, c'est-à-dire qu'en chinois, zhenshen, ça veut dire la racine qui a la forme humaine. Et c'était aussi quelque chose qu'avaient noté les contemporains. Et donc ça correspond là aussi à quelque chose d'attesté et de discuté à l'époque. Et ces dossiers, ils ont aussi, et en fait l'ouvrage en entier a une dimension pédagogique. Et est-ce que dans votre réflexion, il y a un lien avec les programmes scolaires qui ont été faits Alors, en tout cas, c'était un de nos objectifs, et je pense que c'est plus globalement un des objectifs de la collection, que la BD puisse être utilisée à des fins pédagogiques, que les planches puissent faire un support à la fois ludique et avec un contenu scientifique exigeant pour ouvrir des discussions avec les élèves sur ces périodes mal connues ou faussement connues. Et donc on avait vraiment cette idée que la BD constitue une sorte de médium en fait pour faire des connexions entre voilà, les amateurs éclairés, les professeurs déjà bien avertis et des publics voilà, moins familiers des Lumières. Donc un lien direct avec les programmes scolaires, ce serait peut-être beaucoup dire, mais en tout cas ce souci de pouvoir être utilisé, même peut-être un peu en pièces détachées, notamment dans le cadre du programme de 4e, autour des enjeux du développement du commerce à une échelle mondiale, de la traite des esclaves, ou plutôt au lycée, que ce soit en histoire en seconde ou plus généralement en philo ou dans le cadre de discussions avec les élèves, autour de l'actualité des Lumières, justement. Et là, on ne l'a pas dit, mais dans la visite du Panthéon, en fait, s'opposent deux personnages, alors un peu caricaturaux pour les besoins de la cause, qui opposent deux visions des Lumières, une qui serait une vision totalement idéalisée et l'autre qui incarnerait la légende noire, avec cette idée que le rapprochement voilà, de ces deux visions caricaturales, qui d'habitude se développent dans des espaces médiatiques séparés, permettait de se dire alors qu'est-ce que les Lumières? Et bon, c'est Voltaire, ce sont Voltaire et Rousseau qui répondent en disant on ne sait pas, mais en tout cas nous on ne voulait pas servir de prêt-à-penser pour le futur. C'est une façon de prendre ces deux visions opposées et de les dépasser d'une certaine manière. Oui, en tout cas de reformuler les questions. Oui, de reformuler les questions. Alors, finalement, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien, est-ce que, une fois que voilà, on dresse le bilan, même si c'est un bilan tout neuf, mais qu'est-ce que vous retirez de cette expérience de collaboration avec un dessinateur? Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience aussi de mise en narration des Lumières? Alors, c'est peut-être un peu tôt encore pour répondre, mais c'est vrai que
c'était toujours très fascinant de voir notre matériau brut, assez dense, qui nous revenait transformé par Simon. Et la manière dont l'image permet quand même de faire passer vraiment des idées assez complexes. Donc, par exemple, il y a une planche que moi je trouve très brillante qu'a faite Simon sur les débats autour de la police des grains et le mercantilisme et le libéralisme qui s'opposent en miroir avec les différentes procédures et procédés pour vendre le grain sur les marchés. Et bon, quand on explique ça en cours, voilà, il faut prendre le temps de le faire, c'est compliqué. Et là, je trouve que voilà, en une planche, en une image, bon, qu'il faut un peu décrypter, mais enfin, il nous montre tout ça. Et ça, ça fait réfléchir effectivement sur ces courts-circuits ou ces connexions qu'opère l'image. Donc, quelque chose à creuser sans doute. Il y a même un objet dessiné dans la BD elle-même, qui est la brochure qui arrive au tout début d'ailleurs du voyage de Fabergé, quand il est arrêté par les brigades de la ferme dans le Jura. Et c'est l'occasion en fait pour vous de faire une mise en contexte en fait de tout ce dont on va parler et d'ailleurs de ce qui s'est passé avant aussi, de parler de la monarchie administrative, de parler de beaucoup de choses. Et c'est là où le dessin prend tout son sens. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, alors ça c'est un faux, un faux délibéré voilà, des historiens qui jouent à la fiction, mais finalement lister ces lieux communs sur la France des Lumières, donc la douceur de vivre, la prospérité, la monarchie administrative, l'Europe française, c'était en les mettant en scène dans une brochure contemporaine, hein, qui aurait été réalisée par les contemporains à l'initiative de la monarchie, c'est une manière de souligner que ces lieux communs, ils ont été construits dans le temps long, mais qu'ils ont aussi des origines dans des discours du passé, et qu'il faut donc déconstruire ces discours pour faire la part des choses, et là encore ne pas répondre par blanc ou noir, puisqu'il y a bien des formes de croissance économique au XVIIIe siècle, mais on ne peut pas non plus idéaliser cette époque comme une époque de bien-être pour tous. Bon, sur l'Europe française, voilà, on sait bien effectivement que les diplomates parlaient français, qu'on jouait des pièces françaises à l'étranger, mais ce n'est pas une domination culturelle sans partage. Mais de passer par ce dispositif de la brochure, donc avec une forme de mise en abîme. Brochure officielle en plus, voilà, puisqu'elle émane des menus plaisirs. Permet de mettre à distance ces lieux communs, de les resituer dans le passé, dans un premier contexte de production, ce qui est tout de même très difficile à dire, en tout cas de manière accessible. Oui, bien sûr. Et alors, dans les dossiers, vous revenez, pour finir, sur l'actualité des Lumières en évoquant des films qui ont modelé notre vision de cette période. Alors, il y a plusieurs films qui sont présentés, mais moi j'ai une question pour vous. Pauline Le Magafier, Raoul Markovits, quel est votre film préféré ? Alors, on a dû faire un choix, et on en a retenu 4, pour des raisons différentes, qui peuvent être à la fois des raisons de goût, des raisons esthétiques, aussi par rapport au travail de la matière historique différent qui était fait dans ces différents films. Mais c'est vrai que moi, par rapport à mes premières amours historiennes et cinématographiques, j'ai une certaine tendresse pour Bertrand Tavernier, et aussi pour Ridicule, qui tout de même, quand c'était sorti, puisque moi je l'ai vu à la sortie quand j'étais plus jeune, il y avait déjà quelques décalages par rapport aux lumières qui étaient montrées là, avec cette idée non pas seulement d'une société brillante intellectuellement, mais aussi d'une société où l'espace mondain était un espace cruel, ce qui fait bien sûr écho à toutes sortes de dénonciations de ces formes de sociabilité dans la littérature du XVIIIe siècle. Mais voilà, le film me semblait finalement, avec le recul, assez brillant, mais aussi pédagogique de ce point de vue-là. Et surtout, j'ai mesuré longtemps après, en m'intéressant plus près à l'économie du XVIIIe siècle, à quel point ce héros qui voulait assécher les marais de la Dombe était un homme des Lumières, voilà, sensible à l'amélioration
l'agronomie, conditions de vie par le progrès technique. Donc ça me paraissait intéressant de replacer aussi le film à la lumière de ces approches historiographiques. Oui, donc c'est vrai que les films vraiment fabriquent un peu notre imaginaire des différentes périodes, puisqu'on baigne souvent dans les images produites par le cinéma, d'autres images, mais aussi celles du cinéma. Alors moi, mon film préféré, c'est Les Chants de Mandrin de Rabah Murzaïmesh, parce que c'est donc un film sur un texte, qui est donc cette balade des Chants de Mandrin. Et ce que montre le cinéaste, c'est comment ce texte a été diffusé par les mandrins, ceux qui restaient de la bande de mandrins, du contrebandier mandrin, après qu'il a été exécuté en 1755. Donc ça fait d'ailleurs écho à l'un des thèmes de l'album, mais c'est aussi que c'est une vision contemporaine des Lumières, voilà, par un cinéaste qui a plutôt travaillé sur les banlieues. C'est plutôt la matière de son cinéma, mais là il fait ce détour par les Lumières et il en fait ressortir quand même la valeur critique, la dimension quand même de rébellion, et voilà, donc c'est quelque chose à garder en tête. Bah écoutez, on est très heureux entre-temps que vous ayez pu faire la lumière à la fois sur ces années et puis sur cette bande dessinée. Merci beaucoup Pauline Lemecq-Gaffier, merci beaucoup Raoul Markovits. Merci à vous.